Rebonsoir les amis, nous sommes toujours le mardi 17 novembre 2020. C'est ma deuxième émission du soir, parce que la première a été consacrée pour laver l'honneur d'un Danine Touzo, mon ami qui est juste conspué par la meute de chiens qu'envoie tout le monde et les médias mainstream aux ordres par ce gouvernement pour salir les gens qui sont passés sur le film Hold Up. J'ai vu des abominations écrites par des journalistes. Je ne sais pas comment ils font, ces gens-là, pour se regarder dans une glace la journée. Je ne sais pas comment ils font. Hélas pour eux, Internet a de la mémoire. Internet a de la mémoire. Et on va voir qu'ils attaquent sur les choses en disant non, c'est pas vrai, le gouvernement ne tue pas, non, c'est pas vrai, le gouvernement n'a pas autorisé l'euthanasie, c'est des fake news, c'est des complotistes, c'est des nazis, c'est des extrémistes de droite, du pipeau quoi. Et comme je vous l'ai dit souvent, les gens ne sont pas prêts à faire l'effort, pour ceux qui sont pas dans le... comme nous, hein, ne sont pas prêts, ceux qui sont collés là devant, comme des moujons devant leur écran de télé, ne sont pas prêts à faire l'effort d'aller faire eux-mêmes des recherches. Mais Internet a de la mémoire. Donc je vais vous faire un comeback de mon émission du 2 avril 2020. 2 avril 2020. Je vous la mets là, vous voyez, le 2 avril 2020, hein, intitulé Mensonge en direct. Je vous la mets dans les liens YouTube si vous voulez la retrouver. C'est à partir de la 32e minute. Je vous isole un extrait. J'ai été le deuxième média français à vous donner cette information. Le deuxième. Et les EHPAD, qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD? Faut-il envoyer les vieux malades du corona aux urgences pour les sauver? Le gouvernement ne dit pas seulement non, il l'écrit. Nous publions ce soir les notes officielles envoyées aux établissements pour personnes âgées sur le sujet. Donc en fait, vous avez appelé le SAMU, évitez d'emboliser le standard téléphonique du SAMU, évitez d'emboliser les services hospitaliers de patients âgés pour lesquels l'hospitalisation ne serait pas bénéfique ou pas plus bénéfique que si les soins prodigués en EHPAD. Étant entendu que les patients âgés dans un tel contexte épidémique ne relèveront pas de la réanimation, ne seront ni intubés ni ventilés. Et donc, ben voilà ce qui est paru, le 31-3, délivrance de Rivotril hors AMM. Moi je suis pas spécialiste, on va écouter un docteur. Et nous sommes en ligne à présent avec le docteur Hardy. Bonsoir, docteur Hardy. Bonsoir. On va essayer de voir avec vous un document auquel vous avez eu accès, qui pose des questions extrêmement graves et qui touche notamment à cette idée qu'on entend de manière récurrente depuis le début de l'épidémie. Les médecins vont être obligés de faire un tri, les médecins vont devoir choisir, toute une série de phrases qui sont très inquiétantes. Vous avez sous les yeux, et vous m'en avez transféré une copie, un document qui est, je dirais moi, encore plus inquiétant que l'idée même du débat que je suis en train d'évoquer. En fait, le 31 mars 2020, 31 mars dernier, la Fédération française des pharmacies d'officine a publié une nouvelle. Je dis en quelques lignes de quoi il s'agit. Depuis le 29 mars, donc en fait depuis 2 jours au moment de la parution de ce document, les médecins peuvent prescrire les spécialités Rivotril sous forme injectable aux patients atteints de corona. La prescription a pour objectif la prise en charge palliative, c'est-à-dire sans soins actifs, de patients confrontés à un état asphyxique et ne pouvant pas être admis en réanimation et pour lesquels une décision de limitation de traitement actif a été prise. Docteur Hardy, ce qui vous gêne le plus, vous, dans cette histoire, d'après ce que j'ai compris, c'est de prescrire avec autorisation légale du Rivotril sous forme injectable. Qu'est-ce que veut dire pour des non-médecins ce que je viens de lire? C'est pas simplement ça, c'est que ça peut être prescrit sur une simple ordonnance à n'importe quel médecin, et le décret précise aussi, en fin de décret, lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées est limité, dépendante, les EHPAD, cet établissement dispose d'une pharmacie à usage interne, celle-ci peut se le procurer pour l'injecter. Pour prise en charge de la dyspnée, c'est-à-dire la difficulté à respirer, et la prise en charge palliative, c'est-à-dire pas de traitement actif, de la détresse respiratoire, voilà. Donc pour les décryptages pour un non-médecin, ça veut dire que
Le Rivotril, c'est un benzodiazépine, ça appartient à la classe des benzodiazépines, qui est un antiépileptique à la base et qui était employé ensuite l'argamanine de façon principalement par voie orale pour des douleurs rebelles. À tel point que par un décret de 2011-2012, la consommation a été restreinte, la prescription à certains médecins, et la consommation a baissé de 84% en 5 ans. Les effets indésirables sont particulièrement accrus chez la personne âgée, et c'est donc un arrêt respiratoire. Ça veut dire que l'injection intraveineuse entraînera un arrêt respiratoire complet en 12 heures, c'est-à-dire la mort du patient. C'est-à-dire que vous nous dites, on a légalisé par ce décret la possibilité pour un médecin d'injecter une substance qu'il sait être mortelle. Il a le droit de le faire. J'ajouterai juste une petite chose, que je trouvais un peu cynique et morbide. L'arrêté précise que le patient n'aura pas à payer le médicament. Ah, en plus, il n'aura pas à payer le médicament. Mais je viens de dire quand même quelque chose d'énorme. Mais vous me dites, en gros, c'est ça. C'est-à-dire, si le patient à qui on administre une forme comme ça de, je répète le mot, Rivotril sous forme injectable, on sait ce qu'on fait. S'il n'a pas de respirateur, on sait qu'on est en train de le noyer. Est-ce que moi, qui ne suis pas médecin, j'ai en grande ligne résumé ce que vous dites? C'est pas résumé, vous avez exactement de quoi il s'agit. C'est pas un résumé. Et alors, ça, c'est légal. Alors, ce qui est quand même très inquiétant dans ce que vous nous dites, c'est que c'est signé Édouard Philippe, Premier ministre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. À nouveau, donnez-nous le décryptage. Ça veut dire que si on considère un tel décret, oui, il a 3 conséquences terribles. La première, c'est de jeter un doute inadmissible et scandaleux sur la pratique des soignants qui se dévouent jour et nuit, 24/24, 7/7, pour sauver les patients. Et toute la France sort pour les applaudir. Et d'un autre côté, on dit non, en douce, ces médecins injectent ou quand, en amont, en aval, pour décider d'un prix, pour libérer des vies. C'est impossible de dire une telle chose. La deuxième chose, c'est que ça veut dire que dans un EHPAD, dans une maison de retraite, quelqu'un en isolé peut prendre cette décision. Vous vous rendez compte? Une prescription en isolé. En isolé, c'est-à-dire qu'un médecin seul peut décider, en fait, Voilà. de mettre un terme à la vie de quelqu'un. C'est des phrases qui sont extrêmement graves, hein, celles que vous prononcez, docteur Hardy. Alors, est-ce que vous êtes aussi en train de nous dire, parce que donc ce fameux médicament est déjà utilisé, il n'est pas révolutionnaire, il n'arrive pas comme ça aujourd'hui, mais que, c'est-à-dire que si je comprends bien, vous m'arrêtez si je me trompe, des décisions qui étaient prises auparavant de manière collégiale, dans des cas extrêmes, Voilà. avec des pratiques qu'on imagine, là, on les a légalisées sous un décret paru au journal officiel, donc c'est absolument officiel, la possibilité pour un médecin tout simple de prendre la décision, excusez-moi, j'ai presque du mal à prononcer les mots, de mettre un terme, il décide tout seul de mettre un terme à la vie d'un patient. Oui, mais si vous aviez des gens qui ont écrit ce décret, ils pourraient vous répondre. Docteur Hardy, vous êtes confronté à un patient de 85 ans qui est en train de s'asphyxier, de tirer, il n'y a pas de place en réanimation. Qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez mourir sous vos yeux ou vous adoucissez sa mort? La question, c'est celle-là. Donc, ces gens-là peuvent retourner la question, tout à fait. Quelle conclusion vous tirez de cette information que vous nous donnez? Moi, personnellement, en tant que médecin, en tant que juif, je suis resté effondré. J'en ai fait part à d'autres amis médecins, chirurgiens, anesthésistes, pharmaciens. Tous ont eu la même réaction. Inouïe, incroyable, terrible. C'est vrai, ça complète le tableau du bouleversement qu'a entraîné le corona dans le monde. Ça complète le caractère terrible. Et on pense à des scènes qui peuvent se produire. Imaginez un patient qui arrive aux urgences. Il est là en face d'un médecin qui va décider, à droite, hospitalisé, intubé, ventilé, à gauche. Ça rappelle profondément certains trucs. Et je sais, parce que j'ai passé suffisamment de jours et de nuits à travailler à l'hôpital, que les médecins et les infirmiers ne sont pas comme ça. Je trouve le doute que pourrait jeter un tel décret sur la pratique médicale
insupportable. Insupportable. Voilà. Alors, ce 2 avril, j'avais entendu cette information sur Radio Shalom. Vous avez compris que c'était des juifs qui parlent, qui sont très émus, parce que ça leur rappelle de sacrés souvenirs. Donc, j'ai fait mon émission, et puis je me suis dit, le lendemain, en me réveillant, il va y avoir la une dans tous les journaux, dans tous les médias. C'est pas possible. J'ai assisté à de tels débats sur l'euthanasie, que l'euthanasie décret, signé par décret par un Premier ministre, Édouard Philippe, par un ministre de la Santé, Olivier Véran, je me pinçais pour y croire. Alors le lendemain matin... Bonjour les amis, nous sommes le vendredi 3 avril 2020, suite à mon émission d'hier, où j'annonçais le décret de loi autorisant l'utilisation du Rivotril pour les patients dans les EHPAD, ce qui équivaut à leur donner la mort. Je m'attendais ce matin, en ouvrant la presse, à voir le scandale éclater partout. Rien. Hier, le Premier ministre est passé au JT de 20h, et les journalistes ne lui ont posé aucune question. Donc ce qui prouve complètement la connivence entre les médias et le gouvernement, quoi. Le gouvernement impose aux médias ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire. Vous êtes beaucoup à me parler de censure qui ont lieu en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est normal, ils maîtrisent l'information. J'ai aussi l'impression que vous cherchez un sauveur qui va venir comme ça et hop, rétablir la situation. Il n'y aura pas de sauveur. Le sauveur, c'est vous tous ensemble. C'est vous tous ensemble de mettre la pression sur votre député de circonscription. Vous savez, le gars ou la nana qui vient sur les marchés, saluer, chercher des voix... Là, il va falloir mettre la pression dessus, pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font sur le scandale des masques, qu'est-ce qu'ils font sur le scandale des tests, qu'est-ce qu'ils font sur ce horrible scandale du Rivotril, qu'est-ce qu'ils font sur le terrible scandale sur l'hydroxychloroquine. Ces 4 points, c'est amplement suffisant. Vous avez assez de preuves étayées. Voilà, on était le 4 avril, aujourd'hui on est le 17 novembre. J'ai l'impression que certains d'entre vous attendent toujours un sauveur. Je maintiens ce que j'ai dit le 4 avril, le sauveur c'est vous. Personne ne viendra vous sauver. Alors que j'annonçais ça depuis le mois d'avril, j'ai découvert moi récemment en plus que beaucoup de gens ignoraient complètement. J'ai encore discuté avec des voisins hier, ils n'étaient pas au courant de cette autorisation de tuer, d'euthanasier. Ils sont tombés des nues. Mais oui, parce que la presse n'en a pas parlé. Et justement à cause de nous, à cause de Hold Up, parce que moi, évidemment, tout seul dans mon petit coin, vous voyez le minable nombre de vues que je faisais à l'époque, c'est qu'à partir du 11 avril que j'ai fait mon émission à 1,5 million de vues, que j'ai commencé à être connu. Là, j'étais tout seul dans mon petit coin, je ramais tous les jours, pendant le confinement, au bureau, pour vous faire une émission entre midi et 2. C'est en plantant des petites graines que l'on fait de grands arbres. Il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Et donc, devant cette force, et devant le succès phénoménal du documentaire Hold Up, oubliez tous les ringards qui critiquent là sans rien faire et qui attaquent les gens qui... Oubliez-les. Néanmoins, la presse est obligée de réagir. Eh oui, parce que là, quand même, on en a parlé dans Hold Up. Alors, même si certaines fake news, là, je sais pas trop quoi, les debunks, Libé, Le Monde, ils sont venus tout de suite sauver le soldat Véran, le soldat Macron, le soldat Philippe, le soldat Castex en disant qu'on était des complotistes. C'est quand même des éléments factuels. Et donc, quand des éléments factuels, vous pouvez pas aller bien loin. Et donc là, vous avez par exemple France Info. On ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir, s'indigne un médecin d'EHPAD public. Bon, je vous laisse lire l'article, je vous le mets en entier. Je vous mets juste une petite... vidéo issue de cet article. Le 29 mars, par décret, le gouvernement autorise l'usage de médicaments de soins palliatifs. Parmi eux, le Rivotril et le Midazolam, habituellement interdits en médecine de ville et dans les EHPAD. À Busancais, cette décision a été mal vécue par le personnel soignant. C'est un sédatif qui les aide à être apaisés et du coup à décrocher. C'est pour les aider à partir plus vite sans souffrance. Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués de se dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Voilà, ça c'était notre colère.
Quand une personne âgée n'est pas hospitalisée et qu'ensuite ce qu'on lui propose c'est une sédation dès l'instant qu'elle va présenter une détresse respiratoire, ma première réaction ça a été on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. Ici, 2 résidents en fin de vie ont reçu des injections de midazolam. Leurs familles en ont été averties. Mais plutôt que d'abréger leur souffrance, les soignants auraient préféré pouvoir mieux prendre soin des personnes âgées malades. Ailleurs qu'à Busancais, certains ont très mal vécu cette situation. Comme cette médecin d'EHPAD public. En fait, c'était des injonctions paradoxales. C'était, j'ai pas le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes. Par contre, je suis autorisée à les faire partir en douceur, comme ils disent. Puisque le souci, c'était l'asphyxie. Regarder quelqu'un s'étouffer, mourir étouffé, c'est insupportable. On imagine la grande souffrance. On a abrégé les souffrances des gens, donc j'appelle ça euthanasie. Je suis encore choquée. Je suis choquée par ça. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour les faire partir plus vite pour que... C'est insupportable. C'est un sentiment d'horreur. Sentiment d'horreur. Donc moi, Sylvain Trotta, qui vous ai donné cette info, évidemment pas disponible à tous, je n'ai pas les réseaux, je n'ai pas la puissance, je n'ai pas la politique, je n'ai pas les médias. Le 3 avril, suite à mon émission, j'ai été traité de complotiste. Que je racontais des fake news. France Info, eux, évidemment, ils donnent cette information, certes, maintenant un peu sous la pression. Vous le voyez, le 17-11. Personne ne les traite de complotistes. Donc ça vous fait un petit peu réfléchir que on raconte peut-être pas que des conneries, et tous les jours qui passent, on vous démontre qu'on vous raconte la vérité avec 6, 7, 8, 9 mois d'avance. Et dans tous les domaines. Dans le documentaire Hold Up, on s'est moqué sur certains points de ce documentaire. Regardez, dimanche 15 novembre, la France adopte discrètement la reconnaissance faciale. La France adopte le système de reconnaissance faciale à l'ISEM après avoir débouté les adversaires de cette technologie. Et ça va servir à quoi? Cette décision importante engage la République française vers une technologie qui scanne l'identité faciale des individus et offre des grandes possibilités en matière de traçage de leurs faits et gestes. Les défenseurs de cette technologie estiment qu'il est possible de mettre en place des garde-fous légaux et organisationnels pour éviter toute dérive vers une société rappelant les prophéties de George Orwell. Ah oui, tiens donc, ce qu'on dit dans le documentaire. Mais c'est nous les complotistes. Mais la réalité, elle est là. La réalité dépasse la fiction. Dans le documentaire Hold Up, on parle d'une nouvelle révolution. La révolution, vous savez, il y a eu la révolution agraire, la révolution industrielle, la révolution des services. Là, il y a une nouvelle révolution qui conduit à une fusion de notre identité physique, numérique, biologique, le passeport biométrique, les nanoparticules, la 5G. On nous traite de complotistes. Mais, écoutez, Klaus Schwab, je vous traduis rapidement après. It's at the end, what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. Il a clairement indiqué que le transhumanisme faisait partie intégrante du Grand Reset et qu'il conduirait à la fusion de notre identité physique, numérique et biologique. On n'invente rien. Vous pouvez aller chercher. Books, Klaus Schwab, la 4e révolution, Covid 2019, le Grand Reset. Qui complote quoi? Les informations sont là, mais une fois de plus. Ça dépasse l'entendement tellement des personnes lambda que dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Moi, je l'explique bien avant mes émissions sur le Covid. Quand ça enfreint le champ informationnel des personnes, c'est qu'elles sont capables de supporter à entendre, les personnes ne l'entendent pas, elles se ferment à. Et pourtant les faits sont là. Évidemment les journalistes, eux, ils connaissent rien de tout ça, donc ils se ferment automatiquement et bavent sur ces faits. S'ils faisaient un petit peu de recherche, ils n'en seraient pas là.
Mais bon, ils sont aussi payés par ces globalistes, donc ils peuvent pas non plus faire des recherches, quoi. Hein. C'est comme un médecin, il a fait 10 années d'études de médecine, il va vous dire que le vaccin est dangereux, parce que sinon, il est plus médecin. Le Conseil de l'Ordre va arriver, vous l'avez vu maintenant ce que c'est, la puissance du Conseil de l'Ordre. Il va lui faire pampan, et il va plus pouvoir exercer, il va faire quoi? Le médecin qui a fait 10 ans d'études, il va faire peintre. Alors justement, en parlant de vaccins, Moderna met la pression sur les Européens, en disant allez, dépêchez-vous de passer commande parce que sinon vous en aurez pas. Et donc les autres là, ils savent plus, comme ils sont payés par les lobbies, il y a les pressions des lobbies, vas-y, signe la commande, comme ça je te donne le bakchich. Ils savent pas quoi faire. Mais moi je voudrais savoir un truc là. On a fait des études randomisées double aveugle, parce que si on écoute notre ministre de la Santé, ça va pas nous rassurer, on va avoir plus peur. Hein. Ce que je peux vous dire, exactement là où nous en sommes, il y a un laboratoire qui a communiqué des données intermédiaires suite à son étude clinique en population générale, ce qu'on appelle l'étude de phase 3, auprès de 40 000 personnes, aux agences américaines et européennes du médicament. On espère que d'ici 3 semaines, le laboratoire, le Pfizer en question, aura donné la totalité de ces données scientifiques qui permettront à ces 2 agences, notamment, il y en aura d'autres, de faire une analyse des données rapide et de nous dire si oui ou non, on peut commencer à instruire les dossiers à l'échelle des pays en vue de vacciner. À ce moment-là, j'aurai, comme ministre de la Santé, accès aux données scientifiques. Chez qui le vaccin est-il efficace? Est-ce que c'est plutôt les âgés? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce qu'ils sont graves? Est-ce qu'ils sont nombreux? Ou est-ce qu'ils sont modérés et maîtrisés? Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont été vaccinés mais qui attrapent quand même la maladie? Est-ce que c'est une forme plus bénigne ou est-ce que c'est une forme plus grave? Au bout de combien de temps l'immunité conférée par le vaccin disparaît-elle? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 2 ans? Je fais un stop là. Il a dit 2 ans. Et l'autre là, en face, le journaliste, il continue à le laisser parler sans lui poser de questions, sans lui dire attends, tu dis quoi là? Tu vas attendre 2 ans pour savoir s'il y a des effets secondaires? Non, il comprend rien ce qu'il lui dit. Voilà. Il comprend rien, donc évidemment ces gens-là peuvent raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Il vient de raconter n'importe quoi. Parce qu'évidemment, vous pensez bien que si avec un médicament comme l'hydroxychloroquine, qui est connu depuis 70 ans, 50 ans, en fonction que ce soit la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, on en est encore en novembre. L'INSERM vient de dire qu'il la réadmettait dans les tests. D'accord? Un vaccin, il n'a rien. Ils n'ont aucune étude là. Ils ont juste l'effet d'annonce média. Donc on est dans une année 2020 où il y a un président de la République qui est élu par les médias, Biden, même si le Congrès vient de dire non. Hein, les gars, c'est plus Biden. Là. Même Facebook a enlevé président élu chez Biden. Et on a des marchands de vaccins, des businessmen, des boîtes de finances, Pfizer, Moderna, par l'horrible Bill Gates, qui font des annonces, et les autres veulent passer commande. Alors que vous avez entendu qu'il n'a aucune étude. On a crucifié Raoult parce qu'il n'avait pas osé faire une étude randomisée double aveugle, blablabla. Et là, on passe commande, parce que l'Europe a déjà passé précommande des vaccins Pfizer. Peut-être pas Véran, mais l'Europe, oui. On écoute la suite. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai besoin de savoir si le vaccin est efficace et sûr. Et s'il est efficace et sûr et que nous avons des autorisations, nous travaillons évidemment en temps masqué, en termes de logistique, qui est un travail monstrueux, croyez-moi, pour pouvoir commencer la vaccination au début de l'année 2021. Alors attends, il veut savoir si l'immunité dure 2 ans, mais ensuite, il dit que si le vaccin est sûr, on va le savoir quand. Ça va les études. Puis les études, sur un panel de personnes, il faut analyser les chiffres, on ne sait pas les effets à long terme. Parce que pour l'instant, tous les accidents vaccinaux qu'il y a eu aux États-Unis, où les tribunaux ont déjà remboursé 4,5 milliards de dollars, c'est pas tous tout de suite. Hein. Je peux vous en donner des vaccins avec des symptômes bien plus longs. Et donc, pour une maladie qui a un taux de létalité à l'UHU de Marseille, à l'hôpital de Garches, chez notre ami Christian Perronne, de 0,5%, 0,5%. Alors, je suis peut-être idiot, mais 100 moins 0,5%, ça veut dire 99,5%. Là, on parle de vaccins qui, sur le papier, seraient à 90% pour le Pfizer, 92% pour le russe, mais ça intéresse personne, 94,5% pour suite Bill Gates. L'UHU, il est à 99,5%. Vous m'expliquez, là? Malgré tout le pipeau qu'il vient de dire, il dit on va vacciner début 2021, c'est-à-dire dans 1 mois et demi. Donc on va s'attendre que le journaliste lui dise attends, tu racontes des conneries, là j'ai pas bien compris, est-ce que tu peux tout nous réexpliquer? Mais si
nous n'avons pas toutes les certitudes. Si nous avons ces certitudes, la vaccination commencera début de En l'année tout cas, 21. nous ne serons pas freinés par des questions logistiques et nous avons fait en sorte, avec la Commission européenne, d'avoir un approvisionnement de l'ensemble des pays européens progressivement. Combien de doses avons-nous préachetées? Nous, les Français. Alors nous, les Français, c'est nous les Européens, Jean-Jacques Bourdin. Oui, et nous prenons au prorata du marché européen. Donc nous avons, par exemple, sur le Pfizer, sur le vaccin Pfizer, nous avons précommandé l'équivalent de 30 millions de doses. Il faut 2 doses pour vacciner une personne. Et nous avons la possibilité, si nous le souhaitons, de compléter. Il y a d'autres types de vaccins. Lesquels? Par d'autres laboratoires. Moderna. Moderna qui a communiqué. Il y a AstraZeneca avec la recherche qui est développée par l'Université publique de Oxford, qui devrait communiquer bientôt. Il y a Sanofi qui devrait communiquer aux alentours du printemps. Enfin, le printemps, ne croyez pas que c'est tardif. Ne croyez pas que c'est tardif. Ça prendra du temps de vacciner les Français. Ça prendra du temps de les vacciner. Et donc, nous aurons les premières arrivées de vaccins au début de l'année, si ils sont validés. Encore une fois, je ne prendrai aucun risque avec la santé des Français. S'ils sont validés, on commencera la vaccination au mois de janvier. On sera en mesure de la commencer. On sera en mesure si j'ai toutes les autorisations requises. Donc là, on vient d'apprendre, on confirmer ce que l'on disait, que la Commission européenne, avec nos impôts, nos taxes, parce que ça nous coûte des milliards et des milliards par an, vient de précommander le vaccin Pfizer, et dans la foulée certainement le vaccin Moderna. Il ne parle toujours pas du vaccin russe, qui a 92% de réussite. Je me demande pourquoi. Il parle d'un futur AstraZeneca, il parle d'un futur Sanofi au printemps, mais pas du vaccin russe qui est déjà acheté à des milliards de doses dans le monde entier, mais qui lui n'est pas à ARN, qui est avec un adénovirus de rhume atténué. Je vous rappelle que cette même Commission européenne avait commandé pour des milliards du remdesivir. C'est le meilleur journal scientifique américain, ils ne sont pas suspects quand même de ne pas aimer les produits américains. Et donc ils disent, voilà, tous ces essais étaient très très importants, tous ces essais, on sait depuis février que ça ne marche pas, le remdesivir, mais là c'est octobre. Ils disent, voilà, tous ces essais sont très importants parce qu'ils ont enfin montré que le remdesivir ne marchait pas quand même. Donc ça c'est en octobre. Et en octobre, le même mois, la Commission européenne achète pour 1 milliard de remdesivir. On sait que ça ne marche pas. Et le remdesivir, pour mettre ça en perspective, c'est un produit qu'on donne par voie intraveineuse. Les voies intraveineuses pendant 10 jours, d'accord, ça donne au moins 5% de complications graves. Thrombose, peut-être encore plus dans cette maladie dans laquelle on a des troubles de la coagulation, septicémie. Alors, on ne fait pas une perfusion pour rien. La perfusion, c'est un acte agressif, en particulier si on ne fait pas une perfusion d'une demi-heure. On fait une perfusion pendant 10 jours, c'est un acte agressif. D'ailleurs, il y a une véritable question qu'on va poser au comité d'éthique, c'est est-ce qu'il est éthique de faire des placebos par perfusion, c'est-à-dire de mettre à quelqu'un une perfusion alors qu'on sait qu'il n'y a rien dedans et qu'il prend des risques alors qu'il n'a aucun bénéfice à en tirer. C'est très grave de faire ça, puisqu'on sait que c'est dangereux. Et d'ailleurs, quand on regarde l'étude du New England qui disait que le remdesivir était un médicament merveilleux parce qu'il diminuait le temps d'hospitalisation, on voit qu'il y a 10% des gens qui avaient un placebo qui avaient des effets secondaires graves qui ont dû faire interrompre le traitement. Et donc, si le placebo avait été une pilule de talc, vous auriez 0 effet secondaire grave qui aurait fait arrêter le traitement. Donc ça veut dire qu'on a pris la responsabilité de perfuser des gens avec quelque chose dans lequel il n'y avait rien, mais le risque, simplement pour faire un essai, alors que vous n'auriez pas mis de perfusion du tout, pas mis de placebo du tout. Si vous mesurez juste la mort ou la charge virale, vous n'avez pas besoin de simulacre, ce n'est pas des choses que les placebos modifient. C'est juste de l'adhésion à une espèce de mécanisme automatique qui a été imposé au fur et à mesure par l'industrie pharmaceutique. Compris qu'il y a d'un côté les pieds nickelés, comme l'appelle le professeur Raoult, et de l'autre côté les experts. Hélas, dans ce pays, on a écouté les pieds nickelés, et on écoute encore cette commission européenne totalement corrompue par Big Pharma. Philippe de Villiers l'a bien expliqué dans son livre sur l'Europe, lisez-le, vous comprendrez tout. Et franchement, on n'en peut plus de ces gens-là, on n'en peut plus. Donc en fait, ils se croient supérieurs, ils se croient, vous savez, quand... C'est Christine de Vier-Joncourt qui l'explique bien dans son livre, qu'avec les gyrophares bleus, c'est une impression de toute puissance. Et c'est la cour pénale qui attendra tous ces gens-là, parce que c'est pas possible. Alors, dans le domaine des mensonges, vous n'écoutez pas s'ils vont vous annoncer que c'est grâce au confinement, nouveau nombre de cas de tests RT-PCR pour 100 000 habitants,
sur les 7 derniers jours en France. Bah, vous voyez, samedi 17 octobre, début du couvre-feu en Ile-de-France et dans 8 métropoles. Confinement national le vendredi 30 octobre. On était déjà en baisse. D'accord ? Donc ils font un couvre-feu quand on est déjà en baisse. Ils ne savent même pas lire les tableaux. Ils vont venir faire des cacous pour dire « Ah ben regardez, on a eu des résultats ». Ils n'ont eu aucun résultat. On a Salomon, le croque-mort, qui vient de parler et qui dit qu'il y a une explosion de consommation d'antidépresseurs. Mais attends, les gens sont en train de suicider, les gens sont en train de crever, et vous êtes des incompétents notoires. Des incompétents notoires, mais Internet a de la mémoire. Je fais ces émissions pour le jour où vous serez devant les juges. Voilà. Vous ne pourrez pas dire « on ne savait pas ». Parce que moi, toutes mes émissions, depuis le départ, je vous démontre, parce qu'il ne suffit pas de dire « ah ben oui, mais tu dis maintenant que… » Non, j'ai tout annoncé comme je vous l'ai annoncé, comme je vous l'ai démontré celle-là pour Rivotril. Allez, on va terminer sur deux notes rigolotes. Ils savent pas quoi faire. Regardez, on va pouvoir acheter des sapins à Noël, insiste de Normandie. Je sais pas où ils vont chercher ces mecs qui ont encore des dents de lait. Le décret est attendu cette semaine, selon lui. Il nécessite d'ultime arbitrage. Oh putain, ils sont en train de travailler sur des arbitrages pour pouvoir savoir si on va acheter des sapins de Noël. Ils se disent, attends, mais si on les refuse, ils vont peut-être aller dans les forêts, couper des arbres, il va peut-être falloir envoyer des gendarmes. Non, mais ils sont complètement tarés, ces gens-là. Ils sont complètement fous. Ils sont fous. Alors hier, on va terminer sur une bonne note, c'est que l'horrible Dr Fauci avait dit que attention, même quand le vaccin sera là, vous garderez le masque, les distanciations sociales. Ah bon? Ben attends, en Chine, il n'y a plus rien, mon gars. Ils n'ont pas de vaccin, il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas de masque. Allez, je vous laisse avec une ambiance de discothèque chinoise. Pas très longtemps, parce que la musique, c'est pas trop mon truc. Chinoise, je veux dire. Allez, bye bye, bis. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose, Gehirn aus wie bei einer Narkose, die Inszenierung einer Katastrophe, ein Feindbild so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist, die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist, das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist, Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra, Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer, und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da, stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft, sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. A la Che Guevara. Komm
Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima, doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut, doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden, doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung, doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass, doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression, doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne, doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch, doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit, doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt, doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung, doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation, Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr, das ist doch gar nicht wahr. Die Masse ist folgt wie ein Schaf, die Freiheit wird nicht im Grab, doch der Widerstand ist da.